Oui, bonjour à tous. Merci de nous consacrer une belle après-midi du mois d'avril. Il fait très beau et vous avez décidé de vous enfermer à l'espace Charenton, un espace très citoyen pour nous écouter. C'est très sympa. Vous avez peut-être reconnu la musique. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. I Will Survive de Gloria Gaynor. I Will Survive, d'abord, c'est un message d'espoir. Vous savez que c'est le message principal qu'on cherche à faire passer. Et c'est aussi l'hymne de l'équipe de France de foot championne du monde en 98. Parce que nous sommes convaincus que nous pouvons être champions du monde dans beaucoup de domaines. Nous sommes convaincus que la France peut réussir, que nous n'avons pas à baisser la tête, à ne plus croire à l'avenir. Nous sommes convaincus que nous sommes une surdouée qui s'ignore. C'était le titre de la première tribune que nous avons publiée, parce que les Français, ils ont un talent exceptionnel. Les Français, d'abord, c'est des bosseurs. Ils ont une capacité d'engagement exceptionnelle, malgré la réputation que nous ont fait les 35 heures aux quatre coins du monde, qui ont dévalorisé l'image de marque de la force de travail des Français. C'est absolument faux. Les Français, ils travaillent dur. Les Français, ils ont une créativité exceptionnelle, qui est connue dans le monde artistique, mais qui est vraie aussi dans le monde industriel. Et puis, ils ont une capacité à maîtriser la complexité qui est tout à fait exceptionnelle aussi. Donc, pour toutes ces raisons, nous, on est convaincus qu'on peut s'en sortir, qu'on peut retrouver le plein emploi, qu'on peut retrouver une économie prospère. Par contre, on n'est pas du tout sur cette voie actuellement, on le sait tous. Et ce qui s'est passé ces dernières semaines ne fait que le confirmer. J'ai rencontré il y a quelques jours un jeune homme dans un restaurant à Paris qui avait entre 25 et 30 ans. Il m'a reconnu, il est venu me voir, il m'a dit « Monsieur Père, je voulais vous dire, avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, eh bien, je ne crois plus du tout au parti traditionnel. J'ai décidé d'adhérer à votre parti. Comment est-ce que je fais ?» Et il y a de plus en plus de gens qui sont dans cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières semaines ? D'abord, il y a eu les affaires. Il y a eu toute une série d'affaires. Les affaires Buisson, les affaires Copé, les affaires Taubira, Sarkozy, où on voit bien que l'hyper-professionnalisation de la vie politique, ça conduit à des comportements qui ne sont pas appropriés. Des gens qui pensent toute leur vie, qui rêvent toute leur vie de devenir ministre ou de devenir président de la République, tous les coups sont permis. Ils commencent comme maire de Neuilly à 24 ans et ils essayent encore de revenir et ils essayent de manipuler des juges pour revenir. Des gens qui sont ministres de la Justice. La justice, c'est quand même un domaine où la vérité est un élément absolument clé. C'est un pilier, évidemment, du fonctionnement de la justice, avec une ministre de la Justice qui ment en direct et qui ne démissionne pas et qui est même reconduite dans ses fonctions. Quel exemple, quelle valeur pour nos enfants. Donc voilà, la politique de carrière. L'hyper-professionnalisation, ça conduit à ce type de comportement. Et plus grave encore, ça conduit bien sûr aussi à l'immobilisme, ça conduit à la situation que connaît le pays, ça conduit à l'absence simplement de résultats. Et la deuxième chose qui s'est passée ces dernières semaines, vous l'avez vu, c'est le résultat des municipales, où on a vu deux choses. On n'a pas vu une vague bleue, ne nous trompons pas. On a vu surtout un effet d'essuie-glace. Rappelez-vous, François Hollande a été élu par le rejet de Nicolas Sarkozy. Cette vague bleue, c'est bien sûr le rejet du PS et de sa politique, qui est d'autant plus étonnant dans une élection locale. L'élection locale, en général, c'est l'occasion d'élire un maire, quelqu'un de proche de vous. Le maire, c'est une personne qui a encore gardé la confiance des Français. Toutes les enquêtes d'opinion le montrent. Quand les partis politiques sont à 8% de taux de confiance dans une étude récente, les maires, ils sont à 60%. Malgré ça, on a vu s'exprimer un sentiment de rejet majeur pour les partis politiques, et en particulier pour le parti en place, et donc l'essuie-glace, comme d'habitude, et donc la droite a connu un score élevé. Mais en fait, ce qui s'est passé surtout, c'est une hausse considérable de l'abstention, et c'est bien sûr aussi la percée du Front National. 1500 élus Front National, c'est absolument choquant. Et c'est le résultat, bien sûr, de l'hyper-professionnalisation. Nous pensons que notre pays mérite mieux que ces dérives. Et nous avons déjà été nombreux, nous avons été plus de 8000, nous avons 8200 adhérents aujourd'hui, à décider de relever la tête, à décider de refuser le déclin annoncé.
Nous vivons, vous le savez, sur un modèle qui est dépassé, avec un État omniprésent, un État total, un État qui ne fait pas confiance à la société civile, un État qui est en défiance vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des associations, vis-à-vis des entreprises, un État qui surdépense, un État qui, en 1974, première année de 40 ans de déficit successif, avait un poids de la dépense publique dans le PIB de 40%. On est à 57% aujourd'hui, 17% de plus, c'est 340 milliards d'euros de plus. C'est comme si on avait créé un deuxième État à côté de l'État existant. Et la responsabilité, elle est partagée, vous le savez, par la gauche comme par la droite. Parce que pendant ces 40 ans, la gauche a été au pouvoir pendant 17 ans et la droite pendant 23 ans. Nous refusons de vivre l'expérience de la grenouille. Vous savez ce que c'est l'expérience de la grenouille? L'expérience de la grenouille, c'est quand vous mettez une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle se dégage immédiatement d'un coup de patte. Mais quand vous la mettez dans une casserole d'eau froide et que vous faites monter la température progressivement, qu'est-ce qui se passe? La grenouille, elle finit par mourir ébouillanter, la grenouille. C'est exactement ce qui est en train de se passer en France aujourd'hui. On est en train de mourir ébouillanté. Et nous, ça, nous le refusons. Nous refusons les conséquences de cet État, encore une fois, total, omniprésent. La première des conséquences, vous la connaissez, c'est les gaspillages. C'est les gaspillages à tous les étages de l'appareil administratif, c'est les archaïsmes de notre appareil administratif, malgré l'engagement des fonctionnaires qui, le plus souvent, doivent se battre dans un environnement qui ne les aide pas, qui ne les encourage pas, qui ne les reconnaît pas. Nous avons aujourd'hui, par exemple, vous le savez probablement, 40% des collectivités locales d'Europe, alors qu'on ne représente que 12% de la population européenne. On a construit la moitié des ronds-points d'Europe. Et moi qui commence à regarder ces sujets, je suis neuf dans ce domaine, je découvre tous les jours des choses absolument étonnantes. Récemment, par exemple, j'ai découvert que les OPCA, je ne sais pas si vous connaissez les OPCA, c'est les organismes de collecte des fonds de la formation professionnelle et de redistribution de ces fonds. Eh bien, j'ai découvert qu'il y avait eu un audit, parce qu'il y en a quand même de temps en temps, fait dans un OPCA. On s'est rendu compte qu'il y avait 15% de dépenses qui étaient injustifiées. 15% de dépenses dans tous les OPCA injustifiées, c'est 1 milliard d'euros d'économie. Et les OPCA, au passage, je ne sais pas si vous le savez, c'est les gens qui récemment ont remboursé un stage de formation de course en sac à des journalistes, comme on l'a montré dans la magnifique émission d'Élise Lucet, Cache Investigation. Il y a une absence de principes de gestion élémentaires au sein de l'administration. Moi qui ai passé 22 ans à la tête d'entreprises diverses, eh bien je découvre que les principes les plus élémentaires ne sont pas là. Par exemple, le contrôle de gestion, ce qu'on appelle la comptabilité analytique, n'est en général là dans aucune administration. J'ai rencontré récemment un recteur d'académie qui me disait que dans l'académie de Reims, dont il avait la responsabilité, quand il s'est comparé à l'académie de Nice, qui avait autant de lycées et de collèges, eh bien à Nice, il y avait 3 fois plus de personnel administratif et il n'y avait eu personne pour dire que c'était parfaitement anormal et inacceptable. Pas de comptabilité analytique, on jette l'argent par les fenêtres. Un absentéisme record, 26 jours en moyenne dans les collectivités, quand on est 4 fois en dessous dans les grandes entreprises. On me dit souvent, mais monsieur Père, est-ce qu'il faut s'inspirer des méthodes de l'entreprise? Dans ce cas-là, oui, évidemment qu'il faut s'inspirer des méthodes de l'entreprise. Bien entendu. On va jusqu'à 39 jours par employé en moyenne à Montpellier, où il y a déjà 6 semaines de congés payés. 39 jours, c'est 2 fois 20 jours ouvrés, c'est 4 semaines. Ces gens-là ont 10 semaines de congés payés. Allez chercher la raison des déficits et des impôts gigantesques que nous devons payer. La réponse, elle est là, bien entendu. Elle est dans ce laxisme. Elle est bien sûr aussi, parce que l'absentéisme, c'est dû bien sûr à une absence de contrôle, mais c'est dû aussi à une absence de motivation des personnels. On sait très bien que le GVT, le glissement vieillesse-technicité, ça ne marche pas pour motiver les gens. Ça fait très longtemps que les grandes organisations bien gérées ont abandonné ce type de politique, simplement l'ancienneté, l'avancement basé sur l'ancienneté. Et puis alors quand ils s'attaquent à la surdépense, malheureusement, nos dirigeants mettent le plus souvent en place des politiques technocratiques. Par exemple, en matière de dépenses de santé, l'idée qu'ils ont eue il y a quelques années a été de dire on va diminuer l'offre de santé, on va former moins de médecins et moins d'infirmières. Résultat, aujourd'hui, on est obligé d'embaucher des infirmiers, des infirmières et des médecins qui viennent d'Espagne, de Roumanie et d'Afrique. On prive ces pays d'une élite dont ils ont absolument besoin. Et bien sûr, ces jobs auraient pu être confiés à des Français motivés et compétents, donc des méthodes technocratiques qui ne résolvent pas les problèmes.
Nous refusons l'autre conséquence, qui est la surfiscalité, parce que bien sûr, pour financer cet État omniprésent, il faut lever des impôts qui sont parmi les plus élevés au monde et qui démotivent tout le monde, y compris les plus modestes. Nous refusons le surendettement, parce que la surfiscalité ne suffit pas, il faut encore s'endetter de façon considérable. On emprunte 700 millions d'euros par jour, 170 milliards d'euros par an, 2 fois le budget de l'éducation. Chaque enfant qui naît avec 30 000 euros de dette. Notre génération a la responsabilité de refuser cette situation. Et puis bien entendu, la conséquence de cette situation, c'est aussi, et vous le savez, une perte de souveraineté dans ce domaine-là. La souveraineté de la France aujourd'hui en matière financière, elle n'est pas entre les mains du président de la République, on le voit d'ailleurs ces jours-ci, elle est entre les mains des créanciers, elle est entre les mains de nos partenaires européens qui nous rappellent à l'ordre, qui nous rappellent à nos engagements et qui nous demandent de faire enfin des réformes. Et donc ces réformes aujourd'hui, si on ne les fait pas, on va devoir les faire sous la pression des marchés financiers et ce jour-là, on assistera probablement à une situation très très compliquée. On devra trouver des économies considérables en très peu de temps, il faudra probablement licencier 500 000 fonctionnaires, peut-être baisser le salaire des autres, une situation évidemment qu'on cherche à éviter à tout prix. Nos dirigeants politiques, vous le savez, depuis 2002, promettent de faire des réformes pour revenir au fameux 3% de déficit. Vous vous souvenez qu'à l'époque, les Allemands avaient négocié aussi un délai. Gerhard Schröder avait négocié un délai et l'avait obtenu. Mais les Allemands, eux, ils ont tenu leur parole. Et Gerhard Schröder, il a préféré perdre l'élection, mais faire les réformes et que son pays tienne sa parole et tienne son engagement. Et l'Allemagne aujourd'hui, vous connaissez sa situation, 5% de chômeurs, une balance commerciale très excédentaire et un budget qui n'est même plus à moins 3%, qui est excédentaire depuis 2 ans. Donc voilà ce que les Allemands ont réussi, voilà ce que nous n'avons pas eu le courage de faire. Nous refusons bien sûr aussi la suradministration, parce qu'un État omniprésent, c'est un État qui légifère à tour de bras. Vous connaissez certainement l'étude du World Economic Forum qui a examiné 148 pays sans aucun préavis, a priori, et qui a réalisé que la France, sur ces 148 pays, faisait partie des 15 pays les pires au monde. Nous sommes entre l'Angola et la Birmanie. On fait juste un peu mieux que le régime militaire birman, la junte militaire birmane, un régime totalitaire, un régime paranoïaque, un régime qui ne fait pas confiance aux citoyens. Nous faisons juste un peu mieux qu'eux. Cette situation, tous les Français la vivent au quotidien, en particulier ceux qui ont affaire aux services administratifs, bien sûr, tous ceux qui tirent la machine économique, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les responsables de PME, de TPE, le vivent au quotidien. J'ai rencontré récemment un chef d'entreprise en région parisienne qui avait 15 employés et qui, à l'occasion d'un contrôle URSSAF 3 semaines après, devait produire 35 documents administratifs aux noms les plus barbares les uns que les autres. La personne qui reçoit ce courrier, il va accepter une fois de faire ce travail. La deuxième fois, il ne le fera pas, il licenciera les 15 employés, il dira « je me mets à mon compte, je gagnerai autant d'argent et je verrai plus ma femme et mes enfants ». Voilà ce qui se passe tous les jours en France à cause de la suradministration. Sans parler des administrations gendarmes qui appliquent ces règles sans discernement. Vous avez peut-être vu ce reportage dans lequel j'ai eu la chance d'intervenir sur un bar breton où on demandait aux clients d'aller servir au comptoir et où à minuit, les services de l'URSSAF ont débarqué, ont attrapé la gérante du bar par le collet et lui ont dit « travail dissimulé, madame, vous n'avez pas le droit d'avoir des clients qui se lèvent et qui vont au comptoir chercher leur boisson, c'est strictement interdit, vous nous devez 9 000 € d'amende ». Un petit bar breton auquel on réclame 9 000 € d'amende, autant vous dire qu'il met la clé sous la porte. Et ça ne suffisait pas, on a aussi poursuivi cette dame au pénal avec menace de peine de prison. Donc voilà ce que vivent aujourd'hui un certain nombre de Français qui tirent la machine économique. Les administrations sont des obstacles là où elles devraient être des soutiens, sans parler bien sûr de l'explosion des normes. Je rencontrais à La Rochelle il n'y a pas très longtemps, puisqu'on est allé à La Rochelle dans le cadre des municipales, un promoteur immobilier qui me racontait qu'on construisait aux normes sismiques à La Rochelle alors que la terre n'a jamais tremblé, ça rajoutait 8% de coûts, qu'on avait 2 places de parking par appartement alors qu'une aurait largement suffi, qu'on avait des normes handicapées pour tous les appartements. Il faut bien sûr des normes handicapées, c'est indispensable, mais pas pour tous les appartements. C'est pour cette raison-là, entre autres, que l'immobilier est inaccessible en France et que les Français n'arrivent pas à se loger.
Nous refusons la conséquence de tout cela. Une économie qui est écrasée par la surfiscalité, par la suradministration, c'est une économie qui est confrontée au chômage de masse, à la précarité de masse, 5 millions de chômeurs dans toutes les catégories, 177 000 chômeurs de plus l'année dernière, des chiffres encore très mauvais qui sont sortis en février, 8,8 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 150 000 allocataires de plus du RSA l'année dernière. Ça, c'est probablement la situation la plus inacceptable, surtout quand on connaît le talent des Français et le potentiel du pays. Nous refusons aussi les injustices sociales qui sont une des conséquences aussi majeures de cette situation. Un bon exemple, malheureusement, l'éducation, où nous sommes un des pays qui dépense le plus parmi les pays développés. On dépense 30 milliards de plus que l'Angleterre et l'Allemagne à population d'élèves équivalente. Alors on se dit, avec une dépense pareille, on devrait avoir le meilleur système au monde. Mais c'est pas vrai. On a un des systèmes les plus injustes des pays développés aujourd'hui. Donc c'est la preuve dans l'administration qu'une surdépense ne garantit absolument pas la justice sociale. On nous a longtemps dit, oui, mais vous en faites pas, la dépense publique, ça permet de garantir la justice sociale. C'est absolument faux, on le voit tous les jours dans l'éducation nationale. Et on refuse bien sûr les conséquences ultimes de tout cela, des Français qui n'y croient plus, des jeunes en particulier qui n'y croient plus, 80% des jeunes diplômés qui disent qu'ils vont chercher probablement ou certainement un job à l'étranger, là au mois de mai, c'est un vote de défiance majeur. On refuse aussi le fait que 61% des jeunes de 18 à 35 ans disent vouloir participer à des manifestations violentes, on en est là aujourd'hui. Donc tout cela est évidemment inacceptable. Et on refuse aussi la montée des populismes, peut-être la dernière conséquence est la plus grave, et encore une fois qui a été illustrée à l'occasion des municipales, qui a prouvé que malheureusement nous avions raison de vouloir nous mobiliser au mois d'octobre. Les Français aujourd'hui sont plus pessimistes que les Irakiens, plus pessimistes que les Afghans, et commencent à voter massivement pour le Front National. Et qui porte la responsabilité de cette situation? Eh bien, ce sont bien entendu nos dirigeants politiques, ce sont eux qui ont sollicité des mandats pour diriger le pays. Donc ce sont eux les responsables, évidemment. Les politiques de carrière, on l'a dit, Thomas en a parlé, qui ne sont plus dans des logiques de mission, qui ne sont plus dans des logiques de servir l'intérêt général, mais dans des logiques où ils pensent surtout, avant tout, à se servir. Une classe politique qui ne cesse de capituler devant les difficultés, devant les défis, devant le travail de pédagogie, devant les corporatismes et en particulier devant le plus grand de ces corporatismes, le corporatisme syndical. La capitulation la plus flagrante devant le corporatisme syndical, c'est ce qui se passe dans l'éducation. J'ai rencontré un recteur d'académie il n'y a pas très longtemps, un autre que celui que j'évoquais tout à l'heure, et ce monsieur me disait qu'il se battait chaque année pour pouvoir utiliser le quota de 10% de promotion qu'il pouvait utiliser pour promouvoir les enseignants. Pour promouvoir des enseignants qui étaient des profs d'histoire, qui emmènent leurs élèves, par exemple, en stage à Rome, en visite à Rome, ou des profs de maths qui s'occupaient des décrocheurs le soir, il avait droit à 10%. Et en général, en se battant, il ne conservait que 5%. Le reste des promotions, elles étaient entre les mains de qui, le reste des promotions? Elles étaient entre les mains des syndicats. Sur la base de quels critères? Sur la base de l'ancienneté dans le syndicat. Ne cherchons pas plus loin pour savoir d'où viennent les problèmes de l'administration. Autre capitulation devant le pouvoir syndical. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps avec le rapport de Nicolas Perruchot. Nicolas Perruchot, c'est un héros de la République. Nicolas Perruchot, c'est un député qui s'est battu pendant quelques années. Il a fallu plusieurs années. Pour qu'il arrive à avoir une mission parlementaire pour évaluer le coût du paritarisme et le coût du syndicalisme en particulier. Il a réussi à avoir cette mission, il a réussi à la mener, ça a été très compliqué, il a subi des pressions considérables, y compris des menaces et des menaces de mort, et il a réussi à finaliser son rapport, et son rapport a montré des choses étonnantes, a montré par exemple que 97% des ressources des syndicats venaient des finances publiques, et que beaucoup de ces ressources étaient des ressources opaques, qui venait d'une dérive du financement du paritarisme. Et quand il a remis son rapport à l'Assemblée, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une décision unilatérale des présidents des groupes socialistes Jean-Marc Ayrault et UMP Christian Jacob pour décider d'interdire la publication de son rapport pendant 25 ans jusqu'en 2036 sous peine de sanctions pénales.
Voilà malheureusement comment fonctionne notre système traditionnel. Voilà pourquoi il faut réinventer la politique en France. Voilà pourquoi il faut aussi réinventer le syndicalisme en s'appuyant sur les personnes de bonne volonté. Il y en a dans tous les syndicats. J'ai eu la chance d'en rencontrer personnellement un certain nombre qui ont envie que ça change, qui ont compris que le système était aux limites et qu'on ne pouvait pas continuer comme ça indéfiniment. Nous refusons enfin qu'au lieu de s'occuper de tous ces sujets brûlants, nos dirigeants politiques décident de créer une diversion, décide d'ouvrir des débats sur des projets de société qui ne sont absolument pas la priorité, qui divisent les Français, qui créent une fracture morale en plus de la fracture sociale, qui ne font qu'ajouter des militants au Front National, qui ne font que diviser un peu plus les Français. Ces sujets, s'il faut les aborder, il faut les aborder dans un contexte où le pays aura retrouvé la croissance, aura retrouvé confiance en lui, mais certainement pas maintenant. Et puis ce que nous rappelons aussi qui est important, c'est que la famille, c'est un pilier de la société française. La famille, c'est le lieu où s'apprend la confiance en soi, c'est un lieu essentiel. Tous ceux qui travaillent dans la lutte contre l'exclusion, et ils sont nombreux avec nous, nous disent la même chose. 80% des personnes qui sont confrontées à des problèmes d'insertion sont des gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir un environnement familial stable. Donc la famille, malgré ses imperfections, et il y en a, ça reste un pilier de la société française. Ne nous attaquons surtout pas à la famille. Alors quand on propose de réformer le pays et de proposer un programme de réforme, on a droit à des objections systématiques et on a droit en particulier à une objection qui est celle qui a été inventée par les politiques de carrière pour essayer de sauver leur emploi. On nous dit « mais la société civile, monsieur Père, ça n'a jamais marché !» Mais est-ce que pour eux ça a mieux marché? Est-ce que ça a mieux marché pour les politiques de carrière, pour les professionnels de la politique? Professionnels de la politique, c'est quoi? C'est des professionnels malheureusement du chômage de masse quand même, ouvrons les yeux. C'est des professionnels des impôts impayables, c'est des professionnels de la dette abyssale. Ça n'a pas mieux marché pour eux. Et pourquoi est-ce que ça n'a pas marché pour les gens de la société civile? Parce que les gens de la société civile, Francis Maire, Christine Lagarde, n'ont souvent été qu'un alibi qu'on a utilisé pour dire « regardez, on est ouvert à la société civile ». Mais c'était eux qui décidaient de l'agenda, c'était eux qui décidaient du tempo, c'était les dirigeants politiques de carrière. Quand Christine Lagarde est arrivée en fonction, c'était une spécialiste du droit du travail. Elle est arrivée, elle a dit « le droit du travail, ça ne marche pas », elle connaissait ça par cœur. On lui a dit « Madame Lagarde, s'il vous plaît, commencez pas à parler des vrais sujets. On a une élection bientôt, on ne va pas prendre le risque de perdre l'élection, donc s'il vous plaît, vous vous taisez ». Alors Christine Lagarde, elle s'est tue, c'est dommage. Enfin bon, elle a fait une belle carrière, elle est au FMI. En attendant, le droit du travail est toujours aussi catastrophique et les jeunes en particulier sont exclus. Les jeunes sont exclus du marché du travail, ils vont galérer de stage en CDD, en contrat d'intérim pendant des années parce que le droit du travail ne marche pas. La deuxième objection à laquelle on a droit, c'est mais monsieur Père, le pays est irréformable, il y a au moins la moitié des gens qui dépendent du système, donc ils ne voudront jamais. Alors qui constitue cette moitié de gens? D'abord, il y a des fonctionnaires, il y en a beaucoup. C'est certainement pas connaître les fonctionnaires que de considérer qu'ils s'opposeront tous aux réformes, c'est absolument faux. On a beaucoup de fonctionnaires avec nous qui ne réagissent pas du tout de façon corporatiste. Les fonctionnaires se rendent bien compte, d'abord ont un vrai sens de l'intérêt général très souvent, et se rendent bien compte que le système est aux limites. Moi je rencontre des policiers qui me disent on n'arrive pas à arrêter les malfrats parce que les radios marchent plus, ou des infirmières dans les hôpitaux publics qui me disent on nous demande de mettre un pansement là où on en mettait deux. Ils se rendent bien compte qu'on ne peut plus continuer à faire des économies de bout de chandelle, qu'il faut repenser le système, qu'il faut le réorganiser de fond en comble. Et en plus, on a la chance d'avoir une pyramide des âges qui est tout à fait avantageuse. On a 3 à 4% des effectifs qui partent à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Il faut en profiter, il faut en renouveler le moins possible. Et ceci se fera de façon pacifique et acceptée par l'immense majorité des fonctionnaires. Et les fonctionnaires, ils sont bien informés, ils savent très bien ce qu'on risque si on ne le fait pas, si on ne se décide pas à réformer entre nous, entre Français de bonne volonté. C'est les créanciers du pays qui forceront les réformes avec toutes les conséquences que j'ai évoquées tout à l'heure et avec probablement la brutalité et les injustices que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on me dit aussi, il y a tous les gens qui bénéficient des transferts sociaux, monsieur Père, tout cela, ils ne veulent pas de changement.
Mais là aussi, soyons sérieux, il y en a une minorité, bien sûr, qui sont contents d'être au RSA ou de profiter d'indemnités chômage qui, c'est vrai, sont généreuses. Mais l'immense majorité de ces gens-là est extrêmement frustrée d'être dans cette situation. L'immense majorité de ces gens-là se ralliera à un discours optimiste et crédible de création d'emplois, de retour de la croissance, et suivra notre programme si nous avons l'occasion de le présenter, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à proposer une réforme du pays dans une approche qui est complètement transpartisane. Thomas en parlait tout à l'heure, en rassemblant largement, sans idéologie, avec des valeurs fortes simplement. Nous, on essaye de réconcilier solidarité et prospérité. Alors, solidarité, c'est un mot qui a été galvaudé par nos dirigeants politiques traditionnels. Ils l'ont beaucoup utilisé. Nous, on croit à une vraie solidarité. Une vraie solidarité, elle s'occupe en priorité de ceux qui en ont réellement besoin, de ceux qui sont les plus vulnérables, de ceux qui dorment dans la rue, par exemple. Ceux-là ont besoin, effectivement, de l'aide de la société pour les ramener le plus rapidement possible dans la société, pour ne pas les laisser en situation d'assistance indéfiniment, ce qui est humiliant pour les bénéficiaires et ce qui est très coûteux pour la société. Une vraie solidarité, c'est ça. C'est pas une fausse solidarité. Une fausse solidarité, c'est quoi? C'est les régimes spéciaux de retraite, par exemple. Ça, on n'arrive pas à justifier. Ça, on n'arrive pas à l'expliquer. Qui concerne beaucoup de gens, hein, qui concerne aussi, par exemple, notre nouvelle maire de Paris, Anne Hidalgo, qui est partie à la retraite à 51 ans, je vous le rappelle, après avoir été inspectrice du travail, qui touche 1 600 € par mois de retraite à ce titre-là. Nous, on pense que cette retraite, que ces 1 600 €, ils seraient beaucoup mieux utilisés pour ouvrir des centres d'hébergement d'urgence à Paris, où il y a un énorme besoin. Et bien sûr, il faut un environnement prospère pour financer des politiques de solidarité ambitieuses. Ça semble être une évidence, mais ça n'est pas du tout le cas en France. Il faut accepter l'initiative entrepreneuriale, il faut l'encourager, depuis le commerçant, l'artisan, la profession libérale, jusqu'à l'entrepreneur qui cote sa société au Nasdaq, évidemment. Et aujourd'hui, ça n'est pas du tout le cas, comme vous le savez. Et donc, c'est dans cet esprit qu'on a travaillé sur notre programme pour les élections européennes. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour les européennes? On dit deux choses. On dit l'union fait la paix. Pendant les 70 dernières années, on a vécu en paix avec nos voisins. Pendant les 70 années précédentes, on a été en conflit 3 fois avec notre grand voisin allemand. Regardons les choses de près. Rappelons-nous ce qui s'est passé pendant ces 70 années qui ont précédé 1945. Rappelons-nous, on est en 2014, rappelons-nous ce qui s'est passé entre 1914 et 1918. On fête le centenaire actuellement de cette guerre épouvantable. 2 millions de morts en France uniquement, 600 000 veuves, 750 000 orphelins, une situation évidemment épouvantable. L'Europe, ça nous a permis, ça n'est pas parfait, mais ça nous a permis au moins de garantir la paix. Et déjà ça, c'est absolument considérable. Et puis l'union, bien sûr, l'union, elle fait la force sur tout un tas de sujets. Il faut mutualiser nos moyens. Nous vivons dans un monde ouvert aujourd'hui, un monde où l'Europe pèse de moins en moins. Il y a une étude récemment qui montrait qu'en 2050, il n'y aurait plus aucun pays européen dans le G8, pas même l'Allemagne. Donc il faut évidemment se rassembler, mutualiser nos moyens. Par exemple, en matière de défense, moi j'aime bien les Américains, c'est des amis, mais quand la NSA vient nous écouter et vient écouter nos dirigeants, ça ne me plaît pas du tout, évidemment. Mais le budget de la NSA, c'est quoi? C'est 12,5 milliards d'euros. Le budget de toute la défense française, c'est 34 milliards. Le budget du renseignement américain, donc la NSA, la CIA, sans le renseignement militaire, c'est 45 milliards d'euros. C'est 10 milliards d'euros que tout notre budget de la défense. Comment construire des technologies, des solutions qui permettent de résister aux moyens de la NSA si on ne se met pas ensemble? Donc il faut évidemment mutualiser dans tout un tas de secteurs. Et puis pour peser à l'OMC, c'est beaucoup plus facile en faisant partie de la première puissance économique mondiale, 550 millions d'habitants, le premier PIB mondial, plutôt que d'y aller seul, 65 millions d'habitants d'un pays en difficulté financière. Si on veut négocier des réciprocités dans les appels d'offres internationaux, si on veut négocier des normes environnementales et sociales en matière de commerce international, la seule manière, c'est évidemment de peser au sein de l'Union européenne et des 550 millions d'habitants de l'Union européenne. Donc nous croyons une Europe à sa juste place,
mais qui fonctionne pour les politiques qu'on a décidé de mutualiser. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe, elle est au milieu du gué. L'Europe, elle n'avance plus. Sur tout un tas de sujets, on a pris un bon départ, mais on s'est arrêté. Par exemple, en matière d'immigration illégale. On a tous le même problème. On est 28 pays qui attireront des personnes d'une centaine de pays qui sont situés, en gros, au sud et à l'est de l'Europe. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur les budgets de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal pour défendre nos frontières sud. Il faut évidemment, là aussi, mutualiser nos moyens. Alors, on a commencé à le faire. On a créé une agence qui s'appelle Frontex en 2004, mais on ne lui a pas donné de moyens. Résultat, aujourd'hui, l'Europe est effectivement une passoire à beaucoup d'égards, en tout cas pour l'immigration illégale. Et puis on voit des drames humanitaires, des gens qui se noient à Lampedusa, alors que si on mettait des moyens, on pourrait identifier les bateaux de passeurs, les reconduire à la frontière africaine et faire faillite aux passeurs. Donc ça, c'est le défi de l'Europe, c'est aller jusqu'au bout, c'est donner à Frontex les moyens qu'il faut pour avoir des politiques communes qui fonctionnent. En matière d'aide au développement, il faut évidemment essayer de fixer les populations sur place. On ne peut pas confier au Quai d'Orsay uniquement la mission d'aller trouver cette centaine de pays d'où proviennent les migrants illégaux pour mettre en place des programmes de communication, leur expliquer que l'Europe n'est pas un Eldorado, les aider à développer leur économie pour que les gens restent sur place, les élites en particulier, les médecins, les infirmiers, etc. Et tout ça, ça a un coût, c'est extrêmement compliqué, extrêmement ambitieux. On ne peut pas laisser faire ça par le Quai d'Orsay uniquement, il n'a pas les moyens, d'autant qu'on a tous le même problème. Donc là aussi, il faut mutualiser. Mais là aussi, on est au milieu du gué. Les politiques de co-développement en Europe ne fonctionnent pas. Il y a eu des dérives incroyables. Il y a eu énormément de corruption. Donc là aussi, le système ne fonctionne pas et est au milieu du gué. En matière de défense, en matière en particulier de mutualisation des industries de défense, là aussi, il y a une agence, l'Agence européenne de défense, mais elle ne sert à rien. Moyennant quoi, il y a actuellement 17 programmes de chars d'assaut en Europe, alors que 3 suffiraient. Donc là aussi, il faut une volonté politique beaucoup plus forte. Il faut utiliser les moyens qui existent pour enfin mutualiser les cahiers des charges des différents programmes militaires. Et puis, il faut enfin trouver une solution aussi. La France ne peut pas être la seule à intervenir en Centrafrique. Évidemment qu'on a besoin d'intervenir, mais on ne peut pas y aller tout seul. Il faut créer un OTAN européen, en gardant chacun notre souveraineté en matière militaire, mais en sachant interopérer, en sachant intervenir avec les autres. Et ça aussi, c'est un défi pour l'Europe qui vient. Il faut débloquer l'Europe là-dessus aussi. La gouvernance des institutions, elle est à mi-chemin aussi. On a des dirigeants du Conseil, le président du Conseil, le président de la Commission, qui sont nommés sur la base du plus petit commun dénominateur. Des décisions prises à l'unanimité, à 28, ça ne peut pas marcher. On est encore dans l'intergouvernemental, ça ne fonctionne pas. Là aussi, il faut inventer une gouvernance qui fonctionne. Il faut aller jusqu'au bout pour que ça marche. Et puis sur l'euro, bien sûr, on sait très bien depuis le début, tous les gens qui ont un tout petit peu de culture économique savent très bien qu'une monnaie unique, eh bien, il faut aussi une convergence fiscale et sociale, qui est une bonne chose, hein, qui ne se fera pas sur les standards français, hein, qui obligera les Français, bien sûr, à être en moyenne, à être dans la moyenne européenne. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, en matière de prélèvement obligatoire, on est à 46 points de PIB, 46% du PIB, alors que la moyenne européenne est à 40. On est 6 points de PIB au-dessus de la moyenne européenne en matière de prélèvement obligatoire, 120 milliards d'euros. La convergence fiscale et sociale, c'est une très bonne nouvelle pour la France, bien sûr, et pour les Français surtout, qui subissent cette fiscalité effarante. Et puis ce qu'il faut faire aussi pour mettre en place une monnaie commune, on le sait très bien depuis le début, il faut mettre en place un budget qui permet d'aider les pays qui sont en cours de convergence. On ne peut pas laisser aujourd'hui, par exemple, la jeunesse grecque, la jeunesse espagnole, subir les conséquences de leurs dirigeants qui ont été malheureusement à beaucoup d'égards incompétents, et puis des coûts d'ajustement à l'euro. Donc là aussi, il doit y avoir des budgets mis en place pour faire en sorte qu'on ne laisse pas cette source d'instabilité dans le sud de l'Europe. L'Europe, elle est bloquée. Elle est bloquée pourquoi ? Parce que la France est bloquée. Il faut se rappeler que la France a toujours été le moteur de la construction européenne. C'est grâce à nous, grâce aux Allemands, qu'on a construit l'Europe. Mais aujourd'hui, nos dirigeants politiques adorent utiliser l'Europe comme un de leurs boucs émissaires favoris. Ils adorent les boucs émissaires à nos dirigeants politiques, vous le savez très bien, mais l'Europe est un de leurs boucs émissaires favoris. Donc plutôt que de porter une vision courageusement sur ces sujets-là, ils préfèrent désigner l'Europe comme leur bouc émissaire favori. Ils préfèrent envoyer à Bruxelles les recalés de la politique nationale plutôt que des gens compétents, qualifiés sur les sujets européens.
ils préfèrent aussi, ils ont fait de l'Europe finalement le reflet de la France, c'est-à-dire une structure, une organisation qui réglemente de façon excessive. Vous connaissez certainement l'ensemble des règles et des normes qui sont imposées aux Français de façon totalement excessive. L'obligation, par exemple, pour les commerçants d'avoir 2 frigos, un frigo pour le sucré, un frigo pour le salé. En gros, l'Europe, elle a pris les travers de la France, l'immobilisme et les excès de normes. L'Europe, elle mérite mieux. Elle mérite mieux qu'un paquet de normes et de politiques de carrière désabusées, démotivées et incompétents sur les sujets européens. Donc notre projet à nous, citoyens, c'est d'envoyer à Bruxelles des gens différents, des gens issus de la société civile, qui ont 2 caractéristiques importantes, qui sont à la fois des gens compétents sur les sujets européens, des gens qui, à minima, parlent une langue étrangère de plus que le français. C'est un critère qui est très sélectif par rapport à beaucoup de nos dirigeants politiques. Et on a parmi nos candidats des gens qui parlent jusqu'à 4 à 5 langues étrangères. On a par exemple Bernard Schönwes, que vous verrez tout à l'heure, qui parle 5 langues, dont le hongrois couramment. Donc voilà le type de gens qu'on veut envoyer à Bruxelles, des gens compétents et des gens motivés sur les sujets européens, qui s'engagent, s'ils sont élus, à ne faire que ça, à ne pas utiliser ce mandat comme un mandat alimentaire à côté d'une autre activité. Donc notre objectif au final sur l'Europe comme sur tous les sujets, c'est de construire bien sûr un projet de réforme du pays, mais de construire aussi un vrai laboratoire transpartisan pour construire un vrai projet pour le pays, un vrai projet de société, un projet qui donne envie aux Français de se lever le matin, qui donne envie aux jeunes en particulier de se lever le matin et pas de se lever pour aller acheter un billet d'Eurostar pour filer à Londres. Non, un projet qui leur donne vraiment envie de s'impliquer dans la société et pas de devenir juste fonctionnaire. Alors bien sûr, il faut des fonctionnaires, il faut en attirer, mais il ne faut pas que les jeunes ne rêvent de devenir que fonctionnaires. On voudrait que les jeunes Français rêvent de s'impliquer aussi dans des projets entrepreneuriaux, dans des projets humanitaires aussi, au service des plus démunis en France et à l'étranger. Voilà le projet de société auquel on rêve pour la France. On voudrait aussi essayer de trouver un projet qui permette, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, de surfer sur toutes les révolutions technologiques, de connaître à nouveau le plein emploi, mais d'inventer aussi un modèle plus durable, un modèle plus responsable, un modèle plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des ressources naturelles aussi. Et tout ça, c'est un projet magnifique et c'est un projet qui est très créateur de richesses et d'emplois. On nous présente souvent les sujets environnementaux comme une punition, ce n'est absolument pas le cas. Ce sont des sujets qui sont très prometteurs. Il y a d'ailleurs des tas d'entreprises françaises qui commencent déjà à tirer parti de toutes ces opportunités. Vous avez par exemple une société comme la société Le Safre, qui a 8000 personnes dans 45 pays, une société du nord de la France, qui est spécialisée dans la levure de boulangerie, qui est le leader mondial dans ce domaine-là. Et c'est une société qui a développé une expertise aussi en matière de chimie verte. Et par exemple, c'est des gens aujourd'hui qui arrivent à diminuer la quantité d'engrais azotés de 50%. C'est des gens qui arrivent à faire aussi en sorte, en matière de santé animale, de faire qu'on n'ait plus besoin d'injecter d'antibiotiques dans les animaux. Autre société qui est un exemple en matière d'économie circulaire, c'est l'entreprise Paprec qui est spécialisée dans le recyclage. Donc il y a des tas d'opportunités aujourd'hui de création de richesses et d'emplois en inventant un modèle beaucoup plus responsable et beaucoup plus durable. Voilà ce que nous cherchons à faire. Nous voulons faire vivre un rêve collectif avec l'espoir, peut-être, il faut bien le dire, de construire un monde meilleur. On est des idéalistes peut-être, mais on y croit. Et pourquoi pas de montrer la voie dans un monde qui traverse une crise culturelle considérable avec un ultra-individualisme dominant, avec une société de consommation qui est excessive, qui fait que nous sommes passés du « je pense donc je suis » ou « je consomme donc je suis ». Et peut-être que de notre crise française, on pourrait faire naître une nouvelle voie, non seulement pour la France, mais pourquoi pas aussi pour d'autres pays. Donc voilà ce que nous cherchons à faire. Voilà ce que nous cherchons à faire. Nous sommes des hommes et des femmes humbles et sérieux à la fois. Nous sommes conscients de nos limites, bienveillants, qui s'engagent pour que notre beau pays retrouve l'espoir, que nous sortions de la désespérance, que nos jeunes, je l'ai dit, aient à nouveau envie de vivre en France. Vive la France, vive l'Europe des citoyens. Merci.
Merci. Merci. Merci. Merci à tous. Merci.